Ta sœur ne peut pas avoir d'enfant. Alors c'est toi qui vas le faire pour elle. Tu donnes le bébé à Chloé. Elle touche les 400 000 euros. Et toi? Tu retournes à ta petite vie. Tu n'es qu'un réceptacle. Amélie, ma mère n'a même pas scié. Elle a fait glisser la décharge légale sur la table en verre, en regardant mon ventre de 6 mois, sans aucune affection, mais avec un calcul glacial. Elle ne me demandait pas une faveur. Elle m'ordonnait de signer pour céder ma propre fille. Encore à naître, afin que ma sœur puisse débloquer l'héritage de notre grand-père. Avant que je te raconte ce que j'ai fait, quand ma propre mère a essayé de moissonner mon enfant contre du cash. Laisse un commentaire et dis-moi d'où tu m'écoutes et quelle heure il est chez toi. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. Non, le mot avait à peine franchi mes lèvres que l'atmosphère de la véranda vola en éclats. Hélène n'a pas argumenté. Elle n'a pas essayé de me persuader. Son visage s'est tordu en un masque de rage pure. Sans farde. Ce n'était pas la colère d'une mère déçue par son enfant. C'était la fureur d'un créancier à qui l'on refuse son dû. Elle s'est jetée sur moi. Il lui revient, a-t-elle hurlé, sa main s'abattant sur mes épaules. Espèce de petite erreur égoïste. Il est à Chloé. La force du coup m'a fait chanceler en arrière. Mon talon s'est pris dans le bord du tapis. Et soudain, la table en verre avait disparu. Remplacée par le vide et les marches en bois dur qui descendaient vers le jardin, la gravité a fait le reste, dans cette fraction de seconde d'apesanteur. Mon cerveau n'a pas paniqué, il a changé de vitesse. Je suis infirmière aux urgences. La panique est un luxe que je ne peux pas me permettre. Alors que le monde basculait, je n'ai pas tendu les bras pour amortir ma chute. J'ai rentré le menton. Je me suis recroquevillée, enroulant mes bras fermement autour de mon ventre, me transformant en un bouclier humain pour la vie qui grandissait en moi. J'ai heurté la première marche avec l'épaule, puis la hanche, puis le craquement écœurant de mes côtes contre le rebord de la dernière marche. J'ai atterri sur l'herbe, le souffle coupé, les yeux fixés sur la terrasse de la véranda. Ma mère se tenait en haut, me regardant. Elle n'était pas horrifiée. Elle ne se précipitait pas pour m'aider. Elle attendait. Elle observait pour voir si le problème avait été réglé. Ma formation a pris le dessus avant la douleur. Voies aériennes, dégagées, respiration, superficielle mais présente, douleur aiguë dans la paroi thoracique latérale gauche. Probablement une côte cassée, palpation de l'abdomen, souple, pas de crampes immédiates, puis la vérification la plus importante. J'ai attendu, retenant mon souffle jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Un frémissement, un minuscule coup de pied de protestation contre ma paume, mouvement fœtal détecté. Elle était vivante. Je n'ai pas crié, je n'ai pas appelé à l'aide. J'ai su à cet instant que pleurer ne ferait que confirmer mon statut de victime. Et les victimes, on les achève. Ce n'était pas un accident. C'était une procédure clinique, une tentative d'interruption pour dégager la voie à l'actif privilégié. Je me suis relevée, ignorant le feu qui me dévorait le flanc. Je ne suis pas retournée dans la maison. J'ai marché droit vers ma voiture. Je suis montée et j'ai verrouillé les portières. Mon père, Philippe, se tenait près de la baie vitrée et regardait. Il n'a pas bougé. Il n'a pas essayé de m'arrêter. Il a juste regardé. Son visage vide, comme un homme observant une transaction qui a mal tourné, mais qui peut encore être sauvée. Je n'ai pas conduit jusqu'à l'hôpital le plus proche, où ma mère avait des amis au conseil d'administration et ma sœur des amis de sa fac à l'administration. J'ai conduit 40 minutes jusqu'en ville, vers mon propre service de traumatologie, le seul endroit où je contrôlais le récit, alors que l'adrénaline commençait à s'estomper et que la douleur lancinante dans mes côtes prenait le dessus. La vérité s'est abattue sur moi comme une chape de plomb. Pendant 29 ans, j'avais traité ma relation avec ma mère comme une maladie chronique, quelque chose à gérer, à apaiser, à endurer. Je pensais que si j'étais juste assez bien, assez discrète, assez brillante, les symptômes s'amélioreraient. Mais aujourd'hui, le diagnostic avait changé. Ma mère était une perverse narcissique, mais pas du genre de celle qu'on voit dans les magazines. Pour Hélène, les enfants n'étaient pas des personnes. Nous étions des extensions de son propre ego. Chloé, avec sa beauté et sa docilité, était l'actif, l'action à haut rendement qui donnait à Hélène une image de succès. J'étais le passif, l'accident d'il y a 29 ans qui l'avait forcée à un mariage qu'elle détestait. Dans son esprit, me pousser dans les escaliers n'était pas une tentative de meurtre,
C'était une correction, une tentative de liquider un mauvais investissement pour que le capital, l'argent de mon grand-père, puisse aller à l'actif performant. J'ai garé la voiture, ma main tremblant en attrapant la poignée de la portière. Ils m'ont cassé les côtes. Ils ont essayé de tuer ma fille. Ils se sont moqués de moi pendant des années, pensant que je n'étais que la pièce de rechange de leur machine parfaite. Mais ils avaient oublié une chose. On n'apporte pas son chéquier à un combat au couteau. Et on n'essaie certainement pas de tuer une infirmière des urgences en s'attendant à ce qu'elle se laisse mourir tranquillement. Je suis entrée dans la zone de triage, pas en tant que patiente, mais en tant que procureur montant un dossier. Mes papiers de sortie étaient un reçu de survie. Côte fêlée, lésion des tissus mous, mais un rythme cardiaque fœtal qui sonnait comme un solo de batterie dans le silence de la salle d'examen. Je suis sortie de l'hôpital dans l'air frais de la nuit, serrant le dossier de preuves médicales contre ma poitrine. Ce n'était pas que des papiers. C'était des munitions. Mon téléphone vibrait contre ma cuisse depuis 2 heures, un insecte incessant, bourdonnant, en colère. Je l'ai finalement sorti dans la sécurité de ma voiture. 17 appels manqués, 32 messages. La plupart de mon père. Philippe. Amélie, décroche. Ta mère est hystérique. Elle n'a pas fait exprès de te pousser. Tu as trébuché. On peut payer les frais d'hôpital. Reviens juste à la maison. Il faut qu'on règle ça ce soir. Ne fais pas de scène, Amélie. Pense à la famille. J'ai fixé l'écran lumineux, sentant un détachement glacial s'installer en moi. C'était leur méthode. Le gaslighting. La réécriture de l'histoire avant même que l'encre ne soit sèche. Il ne s'inquiétait pas pour mes côtes ou pour sa petite fille à naître. Il s'inquiétait pour le récit. Il craignait que si je faisais une scène, la banque découvrirait ses dettes ou que les voisins apprendraient que sa femme était violente. Il proposait de payer mes frais médicaux avec l'argent même qu'ils essayaient de voler à mon enfant. Mon pouce a survolé le bouton de blocage. Ce serait si facile de les couper de ma vie, de rentrer chez moi, retrouver mon mari, Julien, de fermer les portes à clé et de ne plus jamais leur parler. Mais le silence ne me protégerait pas. Le silence ne ferait que leur donner le temps de se regrouper, de broder leur histoire, de me poursuivre plus tard pour la garde. Si je voulais être libre, je ne pouvais pas simplement fuir. Je devais y mettre un terme. J'ai pensé aux patients que je voyais aux urgences, ceux qui arrivaient en hurlant et en se débattant, finissant généralement sous sédatifs ou attachés. Et puis, il y avait ceux qui devenaient silencieux, ceux qui conservaient chaque once d'énergie pour survivre. J'ai décidé de devenir une pierre grise. C'est une technique pour gérer les narcissiques. Tu n'argumentes pas, tu ne te défends pas, tu n'expliques pas, tu deviens aussi inintéressante et impénétrable qu'une pierre, tu ne leur donnes rien à manger, aucune émotion à manipuler. Tu les laisses projeter ce qu'ils veulent sur ton silence jusqu'à ce qu'ils se sentent en sécurité, jusqu'à ce qu'ils deviennent négligents. Je n'ai pas répondu aux accusations, je n'ai pas envoyé de photos de mes bleus, je n'ai pas hurlé qu'il était un menteur. J'ai tapé un seul message, soigneusement conçu. Il devait sonner comme une reddition, il devait sonner comme la fille brisée qu'il s'attendait de que je sois. J'ai peur, je ne veux plus me battre, je suis prête à parler de la décharge. J'ai fait une pause, regardant les 3 petits points apparaître instantanément. Ils surveillaient, ils avaient faim. J'ai ajouté la condition, la seule chose qui déclencherait le piège. Mais pas à la maison, je ne peux pas y retourner. Je vous retrouverai au bureau de Maître Dubois demain. Apportez juste les papiers, s'il vous plaît. La réponse est arrivée en quelques secondes. Bien, ma fille, on savait que tu finirais par entendre raison. On se voit à 10 heures. Ne sois pas en retard. J'ai baissé le téléphone. Bien, ma fille, la condescendance suintait de l'écran. Il pensait avoir gagné. Il pensait que la chute m'avait fait ravaler ma défiance. Il pensait se rendre à une négociation de reddition. Il n'avait aucune idée qu'il marchait droit dans une embuscade. J'ai démarré la voiture. La douleur dans mon flanc s'est ravivée quand j'ai tourné le volant. Un rappel aigu, brûlant, de la raison pour laquelle je faisais ça. Je ne rentrais pas chez moi pour me cacher. Je rentrais chez moi pour affûter le couteau. La salle de conférence du cabinet Dubois et Associés était conçue pour intimider. Des baies vitrées donnant sur les tours de la Défense. Une table en acajou, assez longue pour y faire atterrir un avion. Et une climatisation réglée à une température qui ressemblait moins à un contrôle climatique qu'à une technique de conservation. C'était parfait. Un champ stérile pour une ablation chirurgicale.
Je suis arrivée 40 minutes en avance. J'avais besoin de temps pour entrer dans mon personnage, dans les toilettes immaculées. Je me suis regardée dans le miroir. L'ecchymose sur mes côtes était réelle. Une vilaine tache violette qui s'épanouissait sur mon torse. Mais mon visage était trop net. Il avait l'air défiant. Je devais avoir l'air vaincue. J'ai ouvert ma trousse de maquillage. Je n'ai pas utilisé d'anti-cerne pour cacher les dégâts. J'ai utilisé de la poudre de contouring pour les accentuer. J'ai creusé les ombres sous mes yeux. J'ai ajouté une subtile teinte jaune maladive à l'ecchymose qui s'estompait sur ma mâchoire. Puis j'ai enroulé mes côtes par-dessus ma chemise avec une grosse bande élastique, m'assurant qu'elle soit visible, volumineuse, pathétique. Je ne m'habillais pas pour une réunion d'affaires. Je me préparais pour une représentation. Il fallait qu'ils voient une femme brisée, une fille effrayée, prête à céder. Il fallait qu'ils se sentent si puissants qu'ils en oublient d'être prudents. Maître Dubois m'attendait. C'était un avocat de la vieille gueule et de la vieille école, costume 3 pièces, cheveux argentés, et la réputation d'être aussi chaleureux qu'un glacier. Il était aussi le fiduciaire de la succession de mon grand-père. Vous comprenez bien ce que nous faisons ici. Amélie, demanda-t-il, ses yeux balayant mes bandages avec un détachement professionnel. Je ne les enregistre pas, dis-je, la voix stable. En France, on n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu. C'est irrecevable. Mais vous êtes un officier de justice. Vous avez une obligation de signalement. S'ils admettent l'extorsion ou les menaces de violence devant vous, ce ne sont pas des ouï-dire, ce sont des preuves. Il hocha la tête une fois, un requin reconnaissant un autre requin. Je laisserai la porte de mon bureau entr'ouverte. Les assistants sont dans le couloir. Faites-les parler. Ils adorent parler, dis-je, surtout quand ils pensent avoir gagné. À 9h58, ils sont entrés. Hélène en tête, bien sûr. Elle portait un tailleur pantalon crème qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ses cheveux laqués en un casque blond invincible. Elle a balayé la pièce du regard avec un rictus, comme si la qualité de l'air n'était pas à la hauteur de ses standards. Philippe suivait, l'air moite et gris, agrippant une mallette comme une bouée de sauvetage. Et puis Chloé, ma sœur, elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et faisait la moue, l'air de s'ennuyer, comme si voler mon enfant n'était qu'une autre corvée fastidieuse à régler avant le brunch. Ils ne m'ont pas demandé comment j'allais, ils n'ont pas regardé mes bandages avec inquiétude. Ils les ont regardés avec agacement, comme si je portais un accessoire de mauvais goût. « Finissons-en », a dit Hélène en posant son sac sur la table. « Nous avons une réservation à midi. » Je me suis assise au bout de la table, grimaçant ostensiblement en m'asseyant. J'ai gardé une posture voûtée, les yeux baissés, je les ai regardés s'installer. Ils avaient l'air à l'aise, ils avaient l'air de se sentir dans leurs droits. Mais j'ai remarqué quelque chose. Hélène ne me regardait pas. Elle regardait son téléphone, tapant rapidement sous la table. Ce n'était pas un défilement anodin. Ses pouces volaient, ses yeux balayant la pièce. J'ai déjà vu ce regard dans la salle d'attente des urgences. Le regard de quelqu'un qui coordonne un plan de secours. À qui envoie-t-elle des signes? Bon, envoie-t-elle des messages? Mon esprit s'emballait. Philippe était là. Chloé était là. Qui restait-il? Puis je me suis souvenue de tante Sylvie, la sœur d'Hélène, son bras armé, celle qui faisait le sale boulot chaque fois qu'Hélène voulait garder les mains propres. J'ai réalisé avec une clarté glaciale qu'Hélène n'était pas seulement entrée ici en supposant la victoire. Elle avait mis en place une sécurité. Elle envoyait probablement des nouvelles à Sylvie. Si je ne t'envoie pas de message, tout va bien avant telle heure, mets le feu aux poudres. Elle était préparée à un combat. Elle n'était juste pas préparée à une reddition. J'ai pris une inspiration tremblante, laissant ma voix faiblir juste assez pour être crédible. « Vous avez apporté les papiers ?» Hélène a souri. C'était le sourire d'un prédateur regardant un piège se refermer. « Juste là, ma chérie. Signe sur la ligne et nous pourrons tous redevenir une famille heureuse. » Elle a fait glisser le document vers moi. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à les attirer sur la mine. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas de peur. Elle tremblait parce que je retenais un tsunami d'adrénaline. J'ai laissé la pointe planer au-dessus de la ligne de signature, regardant l'encre baver légèrement sur le papier coûteux.
Pourquoi être si pressé? Papa? Ai-je demandé, gardant une petite voix. La fiducie ne sera pas débloquée avant 6 mois. Pourquoi avez-vous besoin de la décharge aujourd'hui? Philippe a tressailli comme si je l'avais frappé. Il a essuyé une pellicule de sueur sur sa lèvre supérieure avec un mouchoir qui semblait avoir plusieurs jours. Il n'était pas seulement nerveux, il était terrifié. C'est compliqué. Amélie, signe ce foutu papier. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Pas avant de comprendre. C'est la maison. Tu as perdu la maison de campagne. Je ne l'ai pas perdue, a-t-il hurlé. Frappant la table de sa main, le bruit a fait sursauter Chloé. Mais Hélène n'a même pas scié. Elle continuait de taper sur son téléphone sous la table. Je l'ai hypothéqué. D'accord, j'ai emprunté sur sa valeur pour couvrir quelques manques. Des manques, ai-je insisté. Tu veux dire les investissements? Ce n'était pas que les investissements. Il s'est levé, incapable de rester assis. Il s'est dirigé vers la fenêtre, le dos tourné, son reflet fantomatique sur les tours. J'ai emprunté aux mauvaises personnes. Amélie, des usuriers, du capital risque. Ils n'envoient pas de lettres de rappel. Ils envoient des types dans ton bureau avec des battes de baseball. Je le regardais se décomposer. L'homme d'affaires respectable que j'avais craint toute mon enfance avait disparu, remplacé par un joueur désespéré. J'ai pris 90 000 euros du compte de la fiducie en avance, a-t-il avoué, les mots sortant en cascade. J'ai imité la signature du fiduciaire pour obtenir une avance de fonds. Je pensais pouvoir rembourser avant l'audit trimestriel de vendredi prochain. Mais les investissements ont coulé. Si je ne liquide pas le reste de la fiducie à Chloé et que je ne renfloue pas ce compte d'ici vendredi, je ne suis pas seulement ruinée. Je vais en prison ou à la morgue. Et voilà, association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie, détournement de fonds, usurpation d'identité. J'ai regardé Maître Dubois. Il fixait Philippe, son visage un masque d'horreur professionnelle. Il venait d'entendre l'aveu d'un crime impliquant sa propre signature. Je me suis retournée vers Hélène, elle avait enfin posé son téléphone. Elle n'était pas ébranlée par la confession de Philippe, elle avait l'air agacée par sa faiblesse. « Alors c'est ça ?» ai-je demandé, tournant mon regard vers elle. « Vous avez besoin de l'argent pour éviter la prison à papa. Mais ma fille, dans tout ça, vous avez dit que je n'étais qu'un réceptacle. Vous voulez vraiment que je renonce à mes droits sur mon propre enfant ?» Hélène s'est penchée en avant. Son parfum, quelque chose de lourd et floral, a flotté sur la table, l'odeur de mes cauchemars d'enfance. « Soyons clairs, Amélie, » dit-elle, sa voix descendant à un murmure suave et mortel. « Tu es une infirmière aux urgences avec un salaire de misère, tu vis dans un 3 pièces en location, tu n'as rien... » Elle a fait un geste vers Chloé, qui inspectait sa manucure. « Nous avons des ressources, nous avons des avocats. Si tu ne signes pas ce papier et que tu ne nous donnes pas l'argent, on te traînera en justice pour la garde exclusive. On te dépeindra comme instable. On utilisera ton accident dans les escaliers comme preuve que tu ne peux pas protéger un enfant. On te noiera sous les procédures jusqu'à ce que tu crèves de faim. » Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas seulement de la cupidité pour Tvenaman, c'était l'annihilation. Elle menaçait d'utiliser le système judiciaire comme une arme pour voler mon enfant parce que je ne voulais pas payer pour les crimes de son mari. Pendant une seconde, la peur a été réelle. Je les ai imaginées me l'apprenant. J'ai imaginé Chloé tenant mon bébé pendant que la sécurité m'emmenait. « Signe !» a sifflé Hélène. Ou alors, on termine ce qu'on a commencé dans les escaliers. Extorsion, menace de violence, association de malfaiteurs. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai baissé les yeux vers le papier. La renonciation à succession me fixait. Un contrat pour vendre mon âme. J'ai pris une profonde inspiration, laissant le masque de pierre grise tomber. J'ai cessé de trembler. J'ai redressé ma colonne vertébrale. Quand j'ai relevé les yeux, ils étaient secs, espèce de petite ingrate. Hélène s'est levée d'un bond, sa main se levant instinctivement comme pour me frapper, oubliant où nous étions, oubliant qui regardait. « Je n'ai pas signé, » ai-je dit, ma voix tranchant sa rage comme un scalpel. Mais je pense que Maître Dubois en a assez entendu. J'ai pointé un doigt par-dessus son épaule vers la lourde porte en chêne reliant la salle de conférence au bureau principal. Elle était restée entr'ouverte tout ce temps, juste d'1 centimètre, mais assez pour que le son passe. Assez pour un témoin. La porte s'est ouverte en grand,
Maître Dubois est entré, le visage sombre. Il n'était pas seul. À ses côtés se trouvaient 2 policiers en uniforme qui attendaient dans la salle de réception le signal. L'air dans la pièce a semblé disparaître, aspiré par la réalité soudaine et terrifiante des conséquences. Philippe a émis un son d'animal mourant, un gémissement aigu et faible qui est resté coincé dans sa gorge. Il s'est affalé sur sa chaise, son visage se vidant de sa couleur jusqu'à ressembler à une figure de cire fondant à la chaleur. Il savait. Il savait pour l'audit, il savait pour les usuriers, et il savait que les menottes à la ceinture des policiers étaient la seule chose qui pouvait le sauver des types aux battes de baseball, même si cela signifiait une cage. Hélène s'est figée, sa main était encore à moitié levée, prise dans un tableau de violence. Elle a regardé la police, puis Maître Dubois, et enfin moi. Son expression n'était pas encore de la peur, c'était de la confusion. Les narcissiques ne traitent pas les conséquences, ils traitent les obstacles. Elle a tenté de pivoter, sa voix montant dans ce ton mielleux qu'elle utilisait pour les voisins. C'est un différend familial, dit-elle en lissant sa veste, essayant de reprendre le dessus. Ma fille est très émotive, nous avions juste une discussion animée sur son avenir. Non, Madame Martin, a dit Maître Dubois, il ne la regardait pas, il regardait les policiers. Il s'agit d'une tentative d'extorsion et d'association de malfaiteurs en vue de frauder une fiducie. Et puisque vous venez d'admettre l'agression dans les escaliers, couplée à la menace de terminer le travail, cela constitue une tentative de féticide. L'officier s'est avancé. Hélène Martin, Philippe Martin, Chloé Martin, vous êtes en état d'arrestation. Le cliquetis des menottes sur les poignets de Philippe a semblé assourdissant. Il n'a pas résisté, s'effondrant en sanglots, divaguant sur les taux d'intérêt et les délais de grâce. Hélène a hurlé des accusations contre moi, me traitant de folle, prétendant que j'avais simulé mes bleus, mais le vrai coup est venu de Chloé. Elle s'est soudainement éloignée de ses parents, les yeux allant des policiers à moi alors que le calcul remplaçait le choc, pour la première fois de sa vie. Hélène n'était plus la personne la plus forte de la pièce. « Je n'ai rien fait », a crié Chloé. « C'est elle qui l'a poussé dans les escaliers. Je l'ai vue. Je suis témoin. » Hélène s'est figée, dévisageant la fille qu'elle avait toujours protégée, qu'il offrait maintenant en échange de l'immunité. C'est là qu'elle a craqué. « Ne me touchez pas », a hurlé Chloé alors que les officiers s'approchaient. « Vous êtes complice », a dit l'un d'eux en la menottant. Je les ai regardés partir, Philippe en pleurs, Chloé protestant, Hélène, le regard vide. Quand elle a jeté un dernier regard vers moi, il n'y avait plus de haine, seulement le vide. Le formulaire de renonciation était toujours non signé sur la table, le papier qui leur avait tout coûté. Maître Dubois m'a dit de rentrer chez moi. Julien m'a retrouvée dans le couloir et m'a serrée dans ses bras. Ils sont en garde à vue, ai-je murmuré. On a nettoyé les faux bleus, enlevé les bandages, commandé un taille et essayé de respirer à nouveau. À 19h15 précises. Des gyrophares ont explosé dans notre salon. Un mégaphone a aboyé mon nom. Des policiers encerclaient la maison. Ils ont dit qu'un parent avait appelé le 17 prétendant que je projetais de me faire du mal. À moi et à mon enfant à naître. J'ai su immédiatement. Hélène, elle avait déclenché un plan d'urgence si elle ne pouvait pas envoyer son « tout va bien ». Sa sœur me dénoncerait, même depuis sa cellule, elle essayait de me détruire. Je suis sortie les mains en l'air et j'ai calmement expliqué. Je leur ai montré mon téléphone. Aucun message, je leur ai donné la carte de Maître Dubois, le brigadier l'a appelé. 30 secondes plus tard, tout a changé. Ils se sont retirés. Je suis désolée, a-t-il dit. On ajoutera ça à son dossier. Les lumières ont disparu, les retombées ont été brutales. Philippe a plaidé coupable, Hélène a fait face à des accusations d'extorsion et de dénonciation calomnieuse. Chloé a été déshéritée. Ils ont perdu leur propriété, leur statut, leur accès à moi. 6 mois plus tard, je pliais des vêtements de bébé dans une nurserie silencieuse. La fiducie était scellée. Mon numéro, mes serrures et mon nom avaient changé. Ma fille donnait des coups de pied. « Tu ne connaîtras que l'amour », ai-je murmuré. La paix était la chose la plus chère que j'ai jamais possédée. Et elle valait chaque centime. Si tu as déjà dû couper les ponts avec ta famille pour te sauver, écris « paix » dans les commentaires.